Bienvenue Rocheux Rocheuse, précieux auditeurs, précieuses auditrices, à mon émission Le Rock Show. Je suis votre gorgone bienveillante, toute dévouée. Bienvenue sur mon île en juillet. Assoyez-vous confortablement dans les lys, les hydrangées, les monardes et les capucines. Vous pouvez en manger quelques-unes. Dans mes tomatiers, dans mes plants de tomates, il y a des petites baies vertes. On voit apparaître les haricots croquants. C'est la promesse d'un bon gueuleton, juillet. C'est la pleine expansion. C'est les rayons en bouquet, des rayons brûlants, jaunes et époustouflants. Ah, juillet. Installez-vous confortablement sur mon île. Prenez-vous un banc près du feu. On va s'imaginer qu'on est le soir. On entend quelques grillons, quelques criquets. On commence à entendre le chant de jour des cigales et le chant de nuit des criquets. Même en ville, quelle bénédiction! Notre voyage de ce mois-ci nous fera découvrir une pierre extraordinaire. En fait, je dis ça à chaque fois. Elles sont toutes extraordinaires. Je me suis dit que je devais trouver un vocable plus précis pour décrire cette pierre. Alors, je dirais... Je vous fais découvrir une pierre de peinture, une pierre picturale. J'ai déjà parlé d'une pierre de peinture. J'ai parlé de la fluorite dans une émotion. Oh, c'est cute. Peut-être que finalement, on écoute une émotion en ce moment. Mais dans une émission précédente, j'avais parlé de la fluorite, qui est une pierre de diaphane. Mais bref, la fluorite, c'est la pierre des aquarellistes. Du vaporeux, de l'onirique, de la transparence, de la lumière, mais vraiment de la lumière. Et les peintres de la transparence travaillent un large spectre de lumière. Donc, c'est un large spectre de couleurs. La lumière, quand on y pense, la lumière, elle est infinie. Là, on n'est pas là-dedans. Aujourd'hui, je vous parle d'une pierre picturale. Certes, elle est picturale aussi, mais là, on change complètement de médium. On est dans la peinture opaque. On est dans l'huile. On est dans la matière. On est dans la fête de la matière. Cette toile, qui est notre pierre vedette, qu'elle soit abstraite ou figurative, parce que parfois elle est figurative, on est dans la matière. On a les mains dans la terre, on arrache des branches sèches pour faire un feu, on est dans les troncs d'arbres, on est dans le lichen, on est dans les champignons, on est là-dedans, là. On est dans les gouttes de sang, dans les gouttes de sève, dans les fleurs des champs. On n'est pas très loin de l'agate, mamie. On est dans le jaspe. On a déjà parlé du jaspe. On va en reparler. On va en parler encore. On va en reparler. Mais là, on va en parler aujourd'hui. Le jaspe, c'est une pierre proche de l'agate. Je dirais que c'est sa meilleure amie, sa cousine, tiens. Elle est composée presque exclusivement de silice. Elle est incluse comme l'agate, dans le groupe des chalcédoines, donc des quartz microcristallins. Parfois, certains vont la classer à part. D'autres vont l'y inclure. Mais bon, bref, la ligne est très mince là, entre tout ça, mais il reste que c'est une pierre qui est composée essentiellement de silice qui s'apparente quand même beaucoup à l'agate. Le jaspe et l'agate font un peu partie de la même chanson, on va se dire ça. Je me suis un peu questionnée sur leurs différences. Le jaspe, contrairement à l'agate, semble-t-il, ne peut pas être fluorescent. Je savais même pas que l'agate pouvait être fluorescente, mais bon. Il n'est donc pas fluo. Il n'est pas années 80, non. Mais il peut pas être fluo. Par contre, en sa qualité de jaspe, il peut être de toutes les couleurs possibles. Évidemment, pas tout en même temps. Imaginer toutes les sortes de couleurs possibles m'apparaît presque aussi inconcevable pour le cerveau humain que de comprendre réellement ce qui représente la masse de toutes les étoiles qui existent dans l'univers. Donc, on ne va pas faire ça, ça va nous donner mal au cœur, je pense. Donc, moi, ce que j'ai pu corroborer plusieurs fois dans mes lectures, c'est qu'il y a environ 20% de la matière du jaspe qui est étrangère, donc qui n'est pas de la silice, et ses adjonctions, donc ce qui vient s'infiltrer dans la roche, peut en fait d'elle, la pierre de tous les possibles, parce que c'est ce qui fait en sorte que toutes les couleurs peuvent y apparaître.
Ça, c'est vraiment merveilleux. Et bon, je pense que j'ai oublié aussi de le mentionner, le fait qu'elle est opaque. L'agate a un certain côté translucide. Le jaspe est opaque. On ne peut pas voir à travers. Vraiment. Le mot jaspe vient du grec. Il veut dire pierre mouchetée. Ça veut dire rempli de petites taches. Aujourd'hui, ce qui met le feu dans mon âme, et j'espère que ça le mettra dans le vôtre, c'est le vocabulaire qu'on utilise pour décrire cette pierre. Le champ lexical qui s'y apparente est très proche des techniques de peinture. Elle peut être elle, bon, et on va dire il le jaspe, là. Il peut être moucheté. Alors, moucheté, c'est des petites taches, donc on peut très bien peindre de façon mouchetée. Et en plus, ce mot dans ma tête, il est directement relié à la pêche à la mouche. En pleine forêt, sur le dos d'une rivière, dans le silence délicieux du sauvage. On est en pleine peinture là, canadienne du début du siècle. Ben, pas de ce siècle, de l'autre siècle. Moucheté, comme une peinture de Jackson Pollock. Le jaspe peut être tacheté. On s'entend que ça ressemble un peu à moucheté, mais c'est pas grave. Rubané, bariolé, tiens donc, rayé. Et Walter Schumann, du Guide des pierres et minéraux, écrit flammé. Ah, j'étais complètement conquise par ce mot. Donc, flammé. Donc, rouge, un côté très feu. Le jaspe, qui est souvent rouge, hein, le jaspe. Hein. Le jaspe et les arts sont reliés depuis l'Antiquité. Moi, j'invente rien, finalement. Je fais juste tirer des fils, hein, on s'entend. Contrairement à l'agate, le jaspe n'a pas de transparence. C'est une matière opaque, comme j'ai dit tantôt. Donc, on l'utilisait beaucoup pour les sceaux, pour la mosaïque, la sculpture. Entre autres, on utilisait le jaspe qui est souvent rouge pour évoquer les gouttes de sang du Christ. Donc, il fait partie de l'art chrétien, mais il faisait aussi partie de l'art égyptien. Bon, bref, il était présent dans l'Antiquité. Ici, on voit une infinie pluralité de motifs dans le jaspe, de coloris. Parfois, c'est un gamailleux. Parfois, il est en contraste. Le geste créateur de l'artiste peintre et le vocabulaire pour décrire le pour décrire le jaspe sont très proches de l'art pictural. Jean-Paul Riopelle est partout dans le jaspe. Et le jaspe est partout dans l'œuvre de Riopelle, en tout cas pour moi, pour mes yeux à moi. Un coup de spatule, moi je vois une tranche de bois silicifié, là, une rayure de matière, de pigments. C'est une fête de matière, le jaspe. Si on pouvait polir une peinture à l'huile, ben ce serait un jaspe. Hein, le jaspe, c'est la pierre automatiste. C'est l'impulsion incontrôlée de la nature, la beauté brute, la beauté sauvage, le dessin infini et pluriel de toutes les possibilités de la beauté sont dans le jaspe. Le Musée des Beaux-Arts nous offre une magnifique exposition de Riopelle en ce moment, où l'artiste s'est plongé dans la matière, dans la nature nordique. En fait, c'est beaucoup axé sur toute cette démarche-là, dans la culture autochtone aussi. Ici, il est plongé, il est vraiment plongé dans cette culture-là, et avec une très grande sensibilité organique, je dirais, qui lui est propre, qui est hors du commun. Et moi, je voyais du jaspe partout. Des couleurs vibrantes, des motifs mouchetés, des rouges flammés, des jaunes ocres en aplat, des superpositions, des coups de spatule, du mauve éclatant, du jaune flash, du blanc, du brun, du ocre, du brique, tout ce qu'on veut, toutes les couleurs existent dans cette œuvre, tout en même temps, avec une très grande efficience, un très grand génie de la couleur. Des couleurs de potager, de grandes tables, c'est des couleurs, en tout cas, c'est fou. Moi, ça m'a beaucoup nourri. Alors, je me nourris de toutes sortes de choses, mais je me nourris beaucoup de couleurs. Et ça, c'était une nourriture très, très festive. Avec Riopelle, on est dans le geste, on est dans l'interprétation de l'énergie de la nature, de l'énergie du territoire. Moi, je le vois comme ça, en fait. On entre dans l'exposition avec l'immense toile rencontre. C'est incroyable, cette peinture.
C'est monumental. On se retrouve devant un colosse de couleurs. Et pour moi, ce colosse, c'est le dieu des jaspes. On vit au pays du dieu des jaspes. Sur la terre où nous sommes, des jaspes, on en a. Il y en a des très beaux, particulièrement des rouges et des orangés. J'en ai trouvé des Bourgognes aussi dans la baie des Chaleurs, avec de la chlorite, donc Bourgogne est vert. On a des couleurs extraordinaires, là, de jaspe quand même. Donc, on est dans les couleurs de Riopelle, là. On est dans cette force-là, dans cette énergie-là, dans cette opacité-là. On est dans la densité, on est dans la matière brute, on est dans le pigment. En fait, on plonge dans le pigment, littéralement. Et le jaspe remplit des fentes ou des cavités minéralogiques. C'est l'un des chemins qu'il peut prendre pour sa formation. Il peut prendre d'autres chemins, mais il remplit souvent les cavités, comme dans l'histoire de notre bois pétrifié, par exemple. Donc, le jaspe remplit. Si on le laisse faire, il remplit en nous ce qui est vide, avec des pigments bruts et opaques et sauvages. Comment est-ce que j'ai nommé cette peinture de jaspe portative? Tu sais, quand on l'a en pendentif, on se promène avec une peinture. Et quel archétype puis-je aborder? Quel archétype peut aborder pareille œuvre de terre et de matière? L'œuvre automatiste de la nature. Comment est-ce que j'ai pu nommer ça? Le jaspe dont je vous parle aujourd'hui, je l'associe, d'abord à un immense tronc d'arbre, derrière un ardent coucher de soleil. Je l'associe à un grand feu qui sent les branches de sapin. Je l'associe à la force brute de la nature, à la peinture et à mon Riopelle familial, mon oncle de légende, Gigé, Jean-Guy, alias Gigé, et aux Éliores. Je pense qu'il est extrêmement important de mythologiser notre vie. Du moins la mienne, en tout cas, je trouve ça important. De cette façon-là, de un, elle n'est jamais plate. C'est quand même cool. Et elle prend des dimensions tout à coup exceptionnelles, qui nous permet, soit de nous en distancier quand c'est trop dur, trop intense, ça nous permet de nous distancier en la transformant en symbole. Ou ça nous permet de s'approprier et d'intégrer des éléments nourriciers qui sont nécessaires à notre construction personnelle. Une construction solide, j'entends. Parce que Dieu sait qu'on peut se construire n'importe comment. Alors, mythologiser sa vie, mythologiser son histoire, pour moi, c'est vraiment très guérisseur. Alors, mon jaspe s'appelle Les Éliores de Gigé. Ce jaspe, il est une histoire en soi. Il est une très longue histoire, en fait. C'est l'histoire d'un marin des bois. C'est l'histoire de la nymphe des sapins, des nymphes des sapins. Une Éliore, c'est une nymphe des sapins. Alors, une nymphe, c'est l'esprit chez les Grecs qui s'occupe de certains éléments naturels. C'est un peu eux qui occupent comme l'équilibre de la nature chez les Grecs. Ils sont spécialisés. C'est vraiment des esprits de la nature, finalement. Ils sont spécialisés dans certaines vont être des oréades, vont s'occuper des forêts, certaines vont être des naïades, vont s'occuper de tout ce qui est aquatique. Et moi, au détour d'une recherche, il y a quand même longtemps, j'ai découvert les Éliores. Et là, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire parce que j'adore les conifères, j'adore particulièrement les sapins. Je suis sûre que si j'étais un arbre, j'étais un sapin, j'en ai déjà parlé. Alors, je l'ai appelé Éliore de Gigé. Les nymphes des sapins, donc c'est les nymphes des conifères, les Éliores, c'est particulièrement des sapins, elles habitent l'arbre dans le fond. Elles sont l'arbre. Et mon oncle de légende et toute sa mythologie se mêlent aux conifères, indéniablement, et à l'odeur des résineux, si propre à notre nord et aux forêts de Chertsey, entre autres. Alors, qui est Gigé? On a découvert les Éliores, mais qui est Gigé? Qui est cet homme? Pour que j'en fasse un oncle sacré, c'était tout un personnage, croyez-moi. Peintre, comédien, grand vivant, hédoniste, jovial aux pieds noueux,
Ah, Gigi. Le jaspe d'aujourd'hui est l'une de ses peintures. Pour moi, elle est le grand sapin Douglas des forêts primaires, arbre millénaire défendu corps et âme par l'une de mes idoles, Julia Hill, activiste qui a habité 738 jours dans un immense arbre appelé Luna en Californie dans les années 90. Et là, je les mariais, moi, Julia et Jean-Guy, parce que ce sont des humains forestiers à part entière. Alors, Gigi, qu'est-ce que j'aurais fait sans toi, oncle sauvage? Je sais pas. Ah, on était fait je crois qu'on était fait d'une matière semblable, un peu résineuse, rieuse, moqueuse, noueuse. Toi, dans ton corps, parce que tu étais noueux. Moi, je suis assez noueuse dans mon âme, je dirais. Au monde, tu étais l'un des rares à me comprendre vraiment, je pense. On partageait l'amour infini des constellations et de leur ménagerie. On partageait cette étrange transparence entre les mondes de la réalité et de l'invisible, celle où se rencontrent toutes les couleurs, toutes les textures, la nature dans toute sa puissance, le rire mélangé avec toutes sortes d'autres affaires dans un immense spectacle de feu. Tout y était. Les lacs tranquilles, les forêts de conifères, l'odeur du feu, l'odeur de ton tabac. Encore aujourd'hui, quand je vais au musée, j'y vais avec toi. Tu me suis. Tu entres dans mes yeux de matière pour aborder la matière que tu vois toujours de l'autre côté. T'as des ailes de sapin, t'as des raquettes en babiche, t'es un ange de la boréalie. Tu fumes du tabac roulé, tes yeux dévorent les couleurs de Riopelle encore mieux que les miens. Parce que je pense que t'habitais cette peinture. Tu étais pigment, texture et abstraction. Tu étais le feu, celui qui dévore le bois, celui qui rassemble. Tu aimais le monde et nous t'aimons. Maintenant, tu fais partie de la lumière qui palpite, hein, de cet instant fugace tellement particulier où l'inspiration s'invite. C'est un instant de beauté sauvage où on est renard, mousse, lichen boulot, où la neige se crispe sous nos pas et où nous sommes son. T'appartiens à la vie et à son intrinsèque extase. T'es le marin de l'infini. Je ne peux que te rendre hommage. Et je suis sûre que t'entends dans l'autre monde. Je suis sûre que je suis écoutée par beaucoup de fantômes. Parce que sur mon chemin tortueux, t'as été un phare de bonheur. Ta vie a été courte, compacte. T'étais l'hédoniste le plus drôle que j'ai connu. T'as profité de la terre au maximum. En fait, tu m'as montré le chemin de la complexité simple de vivre sur Terre pleinement. J'oublie souvent comment on vit sur Terre pleinement, d'ailleurs. Et quand je reviens à ces souvenirs-là, ça me replonge directement dans l'instant présent. C'est des bons gueuletons, les gueuletons, et des fêtes, des soupers animés par la transcendance, par des sujets complètement saugrenus, hors du commun, dans lesquels tu surfais avec aucune difficulté. En fait, tu nous y amenais, je pense. Tu kayaquais plutôt. Tu embrassais chaleureusement la vie, le monde, les gens, les plaisirs et les merveilles. Tu acceptais l'autre sans jugement, avec des rires, avec un œil curieux. Quelle prouesse! Oncle de légende, oncle sauvage. Pour moi, tu es un phare du merveilleux. T'étais la poésie aussi. Hein, dans ta tête habitaient des phrases de poètes bénis et de poètes maudits, peu importe, tu les aimais, t'aimais leur ombre et leur lumière, je crois. Peu importe leur horizon, tu aimais tout comme un marin de l'infini. Tu es maintenant devenu un ancêtre de l'autre côté.
Et t'es probablement l'un des plus sages et l'un des plus drôles. Ce mois-ci, j'ai rencontré Riopelle. Ben, je le connaissais déjà, mais là, je l'ai rencontré de plein fouet dans la plus belle partie de son œuvre. En fait, la celle avec laquelle je vibre le plus. Et tu sais, partout, je voyais du jaspe. Je pense que le jaspe, c'est ma part à moi. C'est ma part de roche. C'est ma part à moi. Je voyais du bois pétrifié partout. Puis je retrouvais tes peintures. Je te retrouvais toi, finalement. Jean-Guy. Avec une couronne de sapin. Puis une bonne bière dans la main. Puis tu devais te faire un bon gueuleton d'éternité. À manger des atomes festifs. T'es toujours dans la matière. Tu la regardes simplement à l'envers. Les pierres, pour moi, c'est une ouverture dans le merveilleux, dans le fantastique, mais surtout dans la nature et dans la vie. La peinture dont je parle, elle a vécu avec moi jusqu'à présent. Je l'ai toujours connue. Celle qui m'a fait penser à ce bijou. C'est une peinture que tu as fait pour mes parents en 76. Donc, elle existe dans la maison depuis très longtemps. C'est moi qui l'ai maintenant. Elle est toujours près de moi quand je crie. Et c'est sérieusement la plus belle peinture que j'ai jamais vue de ma vie. Celle qui traduit exactement la façon dont je vois le monde, dans toute son énergie, sa lumière et sa puissance. Merci d'avoir existé, oncle sauvage. Je vais vous laisser écouter le conte. L'émission est compacte et courte aujourd'hui, mais c'est correct. Elle est très dense. Elle ressemble à une peinture de Riopelle et de JG. Le conte que je vous fais écouter aujourd'hui, je l'ai écrit pour un parfum. Et je me suis rendu compte que ce bijou était en fait totalement relié à cette odeur que j'ai voulu reproduire, à ce souvenir de Chertsey, où mon oncle avait une terre et il faisait des feux. Il nettoyait les sapins qui ont souvent des branches basses sèches, qui mettaient dans le feu, branche après branche après branche. Et ça créait un univers tellement extraordinaire. Alors, j'ai voulu reproduire cette odeur. Donc, pour les intéressés, ce parfum-là existe dans sa recette. En tant que parfumeuse amateur, j'ai essayé de reproduire l'odeur du feu, l'odeur du tabac, l'odeur du sapin. Et je crois que ça a quand même fonctionné assez bien. Et il y a quelques années, j'ai appelé ce parfum Elior de JG. Je trouvais que c'était tellement extraordinaire comme nom de parfum. J'étais comme, mon Dieu! Alors, je ne pouvais faire autrement que de reprendre ce nom presque légendaire et d'y inscrire une pierre parce que c'est un long moment d'éternité qui est gravé dans ma mémoire et qui fait office carrément de souvenir fort. C'est un souvenir extrêmement important, extrêmement joyeux. Et c'était un souvenir qui m'a créé. C'est un souvenir majeur. Un souvenir qui fait qui je suis finalement. Que d'entrer dans le monde, l'imaginaire et la fougue d'humains hors du commun qui peuplent nos vies. J'espère que vous avez des humains hors du commun qui peuplent vos vies. Et dites-leur à quel point vous les aimez et qu'ils sont inspirants du temps de leur vivant. Puisque la vie est extrêmement en fait, je dirais que la vie peut être extrêmement surprenante. Alors,
Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Sans cesse. C'est la plus belle chanson. Bonne écoute. Gigé est un homme de bois, un homme de théâtre. Il a le sens du drame, le sens du feu. Gigé est fardoche. C'est sa façon de faire de la place pour que l'univers s'installe autour de lui. Gigé roule son tabac, cigarette précise en arquebuse, ses yeux caraïbes bien arrimés à la tâche. Il a le pied marin, la main sylvestre et la couronne d'Orion. Il allume sa cigarette. La fumée blonde en volute lui fait un panache de grands cervidés. Sur le pont, il a la proue de bouleau, la poupe de souche, l'aile blanche des bernaches en voile, son rire en corne de brume. Gigé marche, cigarette de flibustier au bout des lèvres, dans sa forêt de Chertsey, terrain de son grand ménage d'été. Il a les vagues topographiques sous la plante des pieds, des plumes de fougère au chapeau, les cheveux dans le cou en renard. Le feu. Ce cérémoniel ordinaire du Gigé forestier. Lave dansante consumant joyeusement les bûches fraîchement coupées, les roches du début des temps posées çà et là pour lui faire une clôture ronde prennent tranquillement leur costume d'obscurité. Le feu. Le feu sur le pont sert à marquer son arrivée. Gigé s'approche. Le grand pillage joyeux des branches de trot commence. Dans la main, des ailes odorantes qu'il donne à dévorer au grand feu du samedi. Ses mains noueuses cassent dans un craquement de sève les grands rameaux de sapin baumier. Les iléors sont d'accord. Gigé est le garde stellaire de leur forêt Waro. Les tisons d'artifice montent comme une gemme d'ambre qui se pulvérise en milliards d'éclats, mêlés au matériel stellaire lacté et brillant qui surplombe nos têtes. Gigé ne s'arrête pas, il travaille, et quand il fait un feu, il est très sérieux. Les iléors lui soufflent à l'oreille. Cette branche-là est un poids. Casse, Gigé! Celle-là est trop basse, casse-la aussi. Celle-là est trop fine, casse, casse! Inspiré, incisif dans son geste, leste. Les iléors sont satisfaites. On va manger un bon gueuleton. On s'est fait un bon gueuleton. C'est fait un bon gueuleton.